Bonjour à tous et merci de nous accueillir parmi vous. Donc, je vais vous parler cet après-midi des syndromes myéloprolifératifs dans les thromboses plans-cliniques avec effectivement un focus sur les derniers développements de l'intérêt du NGS. Donc, quelques généralités que vous connaissez bien mieux que moi. Les syndromes myéloprolifératifs sont une grande cause de thrombose splanchnique, presque 50% des Budd-Chiari par exemple. Et parmi ces syndromes myéloprolifératifs, les trois classiquement décrits sont la polyglobulite vaquaise, qui intéresse essentiellement l'augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrite, la thrombocytémie essentielle avec essentiellement une augmentation des plaquettes, et la myélofibrose, un peu plus compliquée avec une phase proliférative potentiellement sur les trois lignées, une rate augmentée et une évolution un petit peu plus critique. Le diagnostic de ces maladies hématologiques repose habituellement sur, dans un premier temps, des anomalies de la NFS, mais ces anomalies sont possiblement masquées en cas de thrombose plans-clinique et par l'hypersplénisme. Sur la splénomégalie, mais là encore, la pathologie hépatique peut intervenir comme facteur confondant de par l'hypertension portale. Et depuis 2006, on a développé le diagnostic moléculaire avec essentiellement la mutation de JAK2 qu'on retrouve majoritairement dans les syndromes prolifératifs et tout particulièrement dans les thromboses plans-cliniques, et plus récemment décrite des mutations de Kähler. Ce diagnostic de syndrome myéloprolifératif repose aussi sur la biopsie ostéomédulaire qui est revenue dans les critères majeurs depuis la classification OMS de 2016. Mais cette biopsie n'est pas toujours facile à réaliser dans le contexte d'anticoagulation récente et assez indispensable, et parfois on ne peut pas interrompre dans les premiers temps du diagnostic de vos pathologies. Donc, je reviens sur la NFS qu'on dit classiquement faussement normale en cas d'anomalie hépatique, et donc une NFS suspecte avec une maladie et pathologie hépatique sous-jacente, c'est dès l'hématocrite supérieur à 42 et dès des plaquettes supérieures à 200-250 gigas par litre. Et donc, les mutations somatiques retrouvées, c'est principalement la mutation de JAK2. Dans le cas des thromboses plans-cliniques, dans 80% des cas, on retrouve plutôt une mutation de JAK2. Et cette mutation permet même d'identifier des syndromes myéloprolifératifs chez 17% des patients chez qui on ne retrouve pas les anomalies évocatrices de syndrome myéloprolifératif. Plus rare et plus récemment décrit, la mutation de Kähler qu'on retrouve dans 4% de vos thromboses splanchniques. Donc ça, c'est une proposition d'algorithme pour le diagnostic. Donc évidemment, c'est devenu une routine pour vous de rechercher les mutations de JAK2 V617F en cas de thrombose plans-clinique. Si la mutation est retrouvée, le patient est adressé en hématologie et on discute la biopsie ostéomédulaire en fonction de la possibilité ou non d'interrompre le traitement hématologique et de l'intérêt de préciser plus le diagnostic hématologique. En cas d'absence de mutation JAK2 V617F, vous recherchez maintenant souvent déjà vous-même la mutation de Kähler. Si elle est positive, là encore, on arrive dans le diagnostic de syndrome myéloprolifératif. Si on ne retrouve pas de mutation de Kähler, là, la discussion avec l'hématologue s'impose. Soit la NFS n'est pas du tout évocatrice de syndrome myéloprolifératif, vous n'avez pas de splénomégalie, et à ce moment-là, il n'est pas forcément intéressant de poursuivre les investigations à tout prix, puisque quand bien même on trouverait un syndrome myéloprolifératif sous-jacent, il n'aurait pas d'indication formelle de traitement, mais c'est à discuter. Et par contre, évidemment, si la NFS est évocatrice et qu'on n'a pas retrouvé les mutations, on va vers la réalisation de la biopsie ostéomédulaire plus systématiquement. Donc, depuis quelques années se développe le NGS en hématologie, et un des internes qui est passé dans le service a publié cet été une étude rétrospective
réalisé sur des cohortes enregistrées entre Beaujon et Saint-Louis, avec une cohorte de validation italienne. Les critères d'inclusion dans l'étude étaient un diagnostic de thrombose plancnique, un diagnostic de syndrome myéloprolifératif sous-jacent avec mutation de JAK2 ou de CALR, et un NGS réalisé avec un panel de 36 gènes et une limite de détection des mutations à 1%. Donc, l'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'incidence de transformation en myélofibrose, leucémie aiguë ou de décès. Donc, sur une cohorte de 289 patients, on arrive finalement à 80 patients analysables avec un diagnostic de syndrome myéloprolifératif et pour lesquels des données de NGS étaient obtenues. Pour 54% des patients, il n'y avait pas de mutation additionnelle retrouvée sur le NGS. Et pour 46% des patients, il a été détecté des mutations, une ou des mutations additionnelles au NGS. Donc, les caractéristiques des patients, vous le voyez, des caractéristiques classiques de patients avec thrombose plancnique et syndrome myéloprolifératif. Une majorité de femmes, une majorité de polyglobulies de Vaquez et quasiment essentiellement des patients mutés de JAK2 V617F. On notera, puisqu'on va s'y intéresser et on va y revenir plus tard, que une minorité des patients avaient un taux de mutation de JAK2 supérieur à 50% dans cette cohorte. Donc là, voici présenté le paysage mutationnel de ces patients. Donc, vous voyez essentiellement des JAK2, quelques mutations CALR, pas mal de mutations tête de retrouvées, assez classiques. Et donc, un certain nombre de mutations qui entraînent des anomalies de méthylation, des NMT3A, IDH1, IDH2, des mutations dans le spliceosome, ASXL1, EZH2, SF3B1, toutes ces mutations assez classiques dans nos syndromes myéloprolifératifs, quelques mutations de TP53 et d'autres mutations plus anecdotiques. Donc, on s'est intéressé à essayer de rechercher des facteurs de risque associés à la transformation en myélofibrose, leucémie aiguë ou au décès. Et en fait, c'est dégagé d'une part les patients qui avaient un taux de mutation JAK2V617F supérieur à 50% et les patients qui présentaient des mutations additionnelles. Et parmi ces mutations additionnelles, celles qui étaient vraiment impactantes, c'était les mutations qu'on retrouvait dans le spliceosome. Maintenant, si on s'intéresse à l'association entre évolution et statut mutationnel, vous voyez que cette association était principalement retrouvée sur l'évolution en myélofibrose secondaire. Heureusement, c'est l'évolution la plus fréquente par rapport au risque de leucémie et au risque de décès dans ces maladies qui sont quand même, somme toute, chroniques. Par contre, vous voyez qu'il n'y avait pas d'impact de retrouver des mutations additionnelles sur la récurrence des thromboses ou sur le fait d'être mis sous traitement cytoréducteur ou anticoagulation. Donc maintenant, ce graphique, les graphiques A et B s'intéressent à la cohorte Saint-Louis-Beaujon et les graphiques C et D, c'est la cohorte de validation italienne. Et donc, on a pu dégager un profil de patients qu'on a appelé haut risque, qui étaient les patients qui avaient soit un taux de mutation JAK2V617F supérieur à 50%, soit une mutation pour un des gènes du spliceosome ou une mutation TP53 qu'on a rajouté également dans ces patients haut risque, avec une vraie différence significative, tant sur la survie sans événement, transformation, leucémie ou décès, que sur la survie globale. Donc maintenant qu'on a ces résultats de NGS, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut essayer de développer au-delà? La question, c'est donc quand on a identifié ces patients haut risque, donc soit plus de 50% de JAK2 mutés, soit la présence d'une mutation additionnelle dans le spliceosome ou dans TP53, on voit que ces patients ont un risque d'évolution vers la myélofibrose, la leucémie ou le décès supérieur à 20%, alors que les patients bas risque ont un risque inférieur à 5%.
Et donc, l'idée, c'est est-ce que ça va impacter, est-ce qu'on ne peut pas se dire à ce moment-là, on prend une décision de traitement qui aurait un impact sur le syndrome myéloprolifératif plus fort versus un traitement simplement cytoréducteur par Hydrea pour les patients à plus faible risque. Puisque vous le savez, le traitement du SMP sous-jacent est important en cas de thrombose plancnique. D'abord, c'est dans la définition de nos malades de haut risque quand on parle de malades avec un syndrome myéloprolifératif. Un antécédent de thrombose, c'est une indication à la cytoréduction. Et il a été montré que ce traitement cytoréducteur pouvait limiter le risque de rethrombose au-delà du traitement anticoagulant. Et donc, la question, par contre, toujours se pose de trouver un traitement qui modifierait l'histoire naturelle de la maladie. Donc, je rappelle que les objectifs de ce traitement proposé dans les recommandations AFEF 2018 sont un hématocrite inférieur à 42%, avec possible intérêt d'une réalisation de mesures isotopiques de la masse sanguine pour les malades qui ont une énorme splénomégalie ou vraiment un important hypersplénisme, pour encore adapter au-delà et parfois proposer des hématocrites plus faibles encore. Et donc pour les plaquettes, c'est moins de 200, 250 000. Les molécules à disposition, la molécule qui est à la MMC l'Hydrea, mais dont on sait que l'impact, par contre, sur l'évolution naturelle de la maladie hématologique est faible, sinon nul. Et sinon, l'interféron, le PEG-interféron, le Pegasis, qui n'a pas l'AMM, mais qui est recommandé par les hématologues d'Europe en première ligne, et le ruxolitinib, qui a obtenu une AMM en deuxième ligne pour les PV réfractaires ou en première ligne pour les myélofibroses symptomatiques. Donc, ce traitement interféron, est-ce que lui pourrait impacter l'histoire naturelle du syndrome myéloprolifératif? C'est ce qu'on pense. Plusieurs études vont dans ce sens-là. Cette étude française de 62 patients avec myélofibrose qui retrouvait un impact vraisemblable sur la survie et une diminution de la charge allélique JAK2. Une autre étude qui a inclué 63 patients syndrome myéloprolifératif avec une amélioration de la survie sans progression et de la survie globale. Et là encore, des réponses moléculaires et des réponses moléculaires seulement sous interféron et pas dans le bras hydroxyuré. Et plus récemment, cette étude qui s'est intéressée à un nouvel interféron pégylé, l'AOP 2014 ou BESREMI, qui, avec 4 ans de recul, retrouve des patients avec une meilleure réponse hématologique et une meilleure réponse moléculaire, et une réponse moléculaire qui persiste avec le temps. Pour ce qui est du Jakavi, ruxolitinib, une étude, un essai de phase 2 a été publié avec des données, des recueils de données de sécurité et d'efficacité du Jakavi chez ces patients. Il intéressait une petite cohorte de 12 myélofibroses, 5 patients avec polyglobulite bakèse et 4 patients avec thrombocytémie essentielle. Dedans, essentiellement des thromboses portes, 2 Budd-Chiari et un patient qui avait les 2 pathologies. Et les résultats de cette étude montrent que ce traitement est faisable et efficace, avec une bonne tolérance hématologique, notamment chez ces patients avec une LUM potentiellement plus fragile, finalement qui a bien tenu le coup. Et puis, à 24 semaines, 29% de patients avec une réduction de volume de rate de plus de 35% en IRM, et 62% des patients qui avaient une réduction de la palpation clinique de rate. Et à 72 semaines, 62% des patients qui maintenaient leur réponse au long cours. Donc, ces 2 médicaments pourraient être intéressants pour les malades identifiés comme à haut risque, soit par la charge JAK2, soit par des mutations additionnelles au NGS. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai heureuse de répondre avec l'ensemble de mes collègues à vos questions.